J'ai failli baisser les bras plus d'une fois. Et là, j'ai un appel. En vrai, je crois que c'est la confiance en soi aussi qui pêche un peu. Tu as eu la chance du coup d'être dans des magazines où je me révèle artistiquement parlant. Il y a l'IA qui se développe de plus en plus. Toi, en tant que photographe, qu'est-ce que t'en penses ? Des femmes fortes comme ça qui prennent beaucoup de place, qui ont des regards très puissants. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Tu m'inspires. Je suis Lisa Oran, j'accompagne les marques dans leur stratégie digitale et la création de leur contenu. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir avec Sarah, une photographe et une réalisatrice extrêmement créative. Elle a réalisé son premier documentaire l'année dernière. Elle va nous parler des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans son parcours et comment ne rien lâcher pour réussir à vivre de sa passion. Salut Sarah, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super. Je suis très contente de t'avoir sur le deuxième épisode du podcast aujourd'hui. Merci, moi aussi, je suis très contente d'être là. J'ai fait une petite présentation de toi en introduction, mais est-ce que tu veux te présenter à ta manière avant qu'on commence ? Me présenter à ma manière, c'est le truc que je déteste le plus faire au monde. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans, je suis photographe et réalisatrice. Je crois que c'est un peu tout ce que je peux dire sur moi. C'est déjà très bien. Se présenter. Non, mais c'est déjà très bien. Et en fait, le but du podcast, ça va être de reprendre un petit peu ton parcours, de comprendre comment t'en es arrivé là aujourd'hui et tout ce que t'as pu faire et mettre en place durant ta belle carrière qui ne fait que commencer. Toi, la photographie, c'est quelque chose que t'as toujours voulu faire ou tu savais pas trop au début ? Pas vraiment. En vrai, j'ai voulu faire tout plein de métiers quand j'étais plus jeune, liés à des films que je regardais, ou des séries, ou la télé, tout simplement. Et finalement, la photo, c'est venu un peu plus tard. C'est venu à partir de 18 ans, 18-19 ans, où je me suis dit, ouais, là, je sens que c'est une bonne idée et que j'ai vraiment envie de faire ça. Ok, et du coup, tu décides de faire une école de photo. Ouais, du coup, je fais une école de photo. Un peu compliqué le démarrage. Je me dis, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce qu'il va y avoir des débouchés ou, Mais il y avait ma petite voix qui me disait vas-y, de toute façon, t'as pas grand-chose à perdre. Ouais, tu me disais que toi, t'avais plus un profil créatif que technique. Ouais, de ouf. En vrai, j'aime pas trop la technique. Je suis pas une meuf de la tech. C'est pas que ça m'intéresse pas. J'aime bien la voir, la regarder, mais pas la pratiquer. Et par contre, la créa, ouais, totalement. C'est quelque chose que j'adore, que j'ai en moi, en fait, depuis toujours. J'imagine plein de choses tout le temps. Et du coup, donc, comment tu as commencé à t'intéresser à la photographie ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi dès toute petite ? Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier au début ? Au début, je voulais pas forcément faire de la photo. Enfin, j'avais pas pensé à ça. J'avais plutôt plein d'idées en tête que je voyais à la télévision. J'adorais par exemple Alias, donc je voulais être agent double. Ouais. Okay. Je voulais être chasseuse de reliques aussi. Ouais, voilà. À chaque fois que je voyais quelque chose à la télé, ça m'inspirait et je voulais incarner ce personnage. Et puis j'ai grandi et je me suis dit non, chasseuse de reliques, ça va être compliqué. T'as toujours eu en fait ce profil créatif. Ouais. Enfin, oui, en vrai, oui, j'ai toujours imaginé plein de choses, en fait. C'est ça un peu mon dada. J'imagine des tas de choses tout le temps, mais constamment. Genre, ça fait un peu mal à la tête. Et donc, du coup, quand tu arrives en études sup, tu dois faire un choix. Un peu comme tout le monde, c'est un peu compliqué le choix des études supérieures parce que tu te demandes, tu cherches un peu ta place et tu dois faire un choix qui va déterminer plus ou moins toute ta vie, donc du coup, ou une bonne partie de ta vie. Du coup, moi, je me suis retrouvée à pas savoir, comme plein de gens, ce que je voulais faire et à me dire, quitte à perdre ou pas une année, autant faire un truc qui me plaît. Du coup, j'ai fait du théâtre et cinéma à la Sorbonne. Okay. Je suis restée pas très longtemps. J'ai beaucoup bu de bière pendant ce moment-là. Et ça m'a plu, mais c'était trop théorique pour moi. J'avais envie de faire les choses. Au même moment, c'était une période dans ma vie où j'explorais beaucoup l'art en général. Ça veut dire que j'écoutais des tas de musique, je regardais des tas de films, je dessinais, je peignais. Je dessinais, je peins très mal.
Mais j'adorais le faire, enfin, ça me détend. Et du coup, je créais en masse et ces études de théâtre et cinéma, c'était un peu trop théorique, vraiment trop théorique. Et puis m'est venue l'idée de faire de la photo. Ok. T'en faisais déjà? T'avais un appareil photo? Alors, j'en faisais déjà. Je crois que mes premières expériences en photo, c'est quand, avec mes copines, on adorait le magazine Glamour, qui, je crois, n'existe plus. Ok. Il me semble. Mais il était en petit format à l'époque, il coûtait pas très cher. Donc du coup, on allait au buraliste à côté, s'acheter le petit magazine. Et sans savoir que c'était des éditos, moi j'adorais uniquement la partie éditoriale. C'est-à-dire que je ne lisais pas les articles de mode. J'ai toujours trouvé ça, ça m'intéressait pas des masses. Mais par contre, les images, j'adorais ça. Et donc du coup, avec mes copines, on aimait bien faire des petites après-midi où on allait dans ma chambre, on prenait notre petite palette Sephora qu'on avait eue pour l'anniversaire, tu sais, les palettes... Ah, les palettes gratuites. Les palettes gratuites. Et du coup, on se préparait, on se faisait des looks, on choisissait des spots dans ma ville, et on faisait nos petites séances photos comme ça. Et ouais, non, j'ai toujours aimé faire des photos, prendre les gens en photo, me prendre aussi en photo. À l'époque, je me prenais aussi en photo. Et ouais, finalement, sans savoir que c'était un métier, sans savoir que j'allais faire ça des années plus tard, vraiment. Ok. Et donc, tu arrives en école de photo. Dans quel but? Est-ce que tu te dis, ouais, c'est vraiment le métier que je veux faire à la fin? Ou est-ce que tu y vas un petit peu plus par dépit ou peut-être même intrigue? Dépit, non, ça c'est sûr. J'y vais un peu en ayant un peu peur quand même. Mais moi, je faisais mes petites photos un peu toute seule et j'avais pas forcément d'expérience. Enfin, je savais pas utiliser mon appareil photo. Je savais pas faire. Comme je te disais avant, la technique, moi, c'est vraiment pas mon fort. Du moins à l'époque, c'était pas du tout mon fort. Juste, j'imaginais des choses, j'essayais de prendre, de faire, quoi. Mais j'avais du mal et donc du coup, j'avais un peu peur, pour être honnête. Je me disais, mais est-ce que je me posais plein de questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'on va voir que je ne sais pas faire des photos? Je crois que j'avais déjà à l'époque le syndrome de l'imposteur, tu sais. D'accord. Tu sais, Ouais. on va voir que je suis une grosse blague. que je sais pas ce que c'est un ISO et une vitesse. Mais bon, j'y suis allée quand même et j'ai appris. Parce que du coup, les gens qui étaient en photo avec toi, eux, ils avaient toutes ces connaissances-là dès le début ou... J'avais l'impression que les gens autour de moi avaient quand même plus de niveau que moi. En termes techniques, toujours, je parle. Mais après, la technique, ça s'acquiert. Hein. J'aime bien dire la technique au service de la création. Et donc, toutes ces années, tu fais quoi, 3 ans? Ouais, du coup, ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, c'était pas mal parce que c'était une école en apprentissage. On était moitié à l'école, moitié avec un patron. Et ça t'apprend en réalité la vraie vie d'un photographe. Qu'est-ce que c'est la vraie vie d'un photographe? On l'a vécu, quoi, en avant-première. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que notre école, elle nous permettait quand même une assez grande liberté. Ça veut dire qu'ils nous apprenaient à peu près à faire toutes sortes de photos. Et nous, on était dans l'expérimentation, d'expérimenter, de chercher ce qui va nous plaire le plus. Ok. Donc du coup, j'ai essayé toutes sortes de photos. J'ai essayé de faire des photos de portraits, de la street photographie, de l'événement, du pack shot. Et je me suis vite rendu compte que ce que je préférais, c'était prendre des humains en photo. Et tu as commencé à faire quelques petites missions à côté, en freelance, pendant tes études, ou pas du tout, t'étais plus dans les projets perso, quoi? Mais dis-toi que je savais pas utiliser mon appareil photo, donc j'avais quand même des choses à rattraper. D'accord. Je n'avais pas du tout me mettre en freelance. Donc du coup, non, j'ai commencé tout doucement à essayer déjà d'appréhender ce que j'avais entre les mains, mon outil, puis ensuite de déterminer un peu ce qui va me plaire le plus. Donc du coup, j'ai essayé plein de types de photos, et puis ensuite de m'exercer. J'ai le souvenir qu'on organisait énormément de shootings où on prenait une make-up, un modèle. Vous faisiez des collabs?
Exactement. On faisait alors énormément de collabs où je prenais toutes mes copines en photo. Je leur disais viens au studio et moi je m'entraînais. Je m'entraînais à guider le modèle, je m'entraînais à faire des lumières. Et c'était pas très grave si c'était catastrophique. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, juste le plaisir de faire. Et ça, c'était cool. Ce moment-là était vraiment, vraiment important finalement. D'essayer. J'ai l'impression que tu as vécu, toi, c'est que tu étais à l'école comme du kiff pour expérimenter et qu'en fait, t'en es ressorti hyper riche de tout ce que tu as appris, quoi. Non, c'est sûr que je commence l'école, je sais pas utiliser mon appareil photo. Je me sens un peu comme la dernière de la classe, clairement. Je finis l'école après 3 ans où je me forme, où j'expérimente, où j'essaye plein de choses, où je prends tout le monde en photo, même mon chat, ma grand-mère. Tout le monde est passé, honnêtement. Et je ressors de cette école en étant 3e de ma classe. J'étais assez fière de moi. Vraiment, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit... J'étais fière et j'étais confiante un peu. Parce que si tu veux, pour être photographe, t'as pas besoin de faire des études. Il suffit juste de faire des photos. Pour être photographe, enfin moi j'ai fait des études pour avoir une légitimité un peu plus rapide. C'est-à-dire, comme je te disais un peu précédemment, genre le syndrome de l'imposteur. J'ai l'étiquette du syndrome. Et si tu veux, j'ai eu besoin en fait de cette école pour me dire « Ok, c'est bon maintenant, je suis diplômée, j'ai fait mes preuves, j'étais l'une des dernières. » Je suis l'une des premières, je peux y aller. Et du coup, donc tu sors de l'école plus confiante. Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu te dis, ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ou t'es plus dans une optique de faire du salariat ? Enfin, comment tu vois les choses ? Je sais que la réalité du métier, en tout cas photographe, le salariat, je connais pas, moi, des photographes salariés. T'en connais, toi ? Ouais, je crois que ça existe. Hein. Ça existe. Il y en a, souvent, ils ont leur studio, en fait. Ils ont leur studio et... Ils sont patrons, du coup. Non, ah oui. Non, souvent... non, en gros, souvent, il y a un photographe, il a son studio. Et il prend un salarié photographe, ouais. Je connais quelques photographes comme ça. Mais c'est rarissime. Mais c'est très, très rare. T'as les photographes d'école, par exemple. Non, les photographes scolaires sont freelance. Non, c'est freelance. Ouais, moi je l'ai fait, donc je peux te dire qu'ils sont freelance. Quand tu sors de l'école... Je sors de l'école, j'ai eu mon patron qui me reprenait pendant quelques temps. Donc du coup, je me disais, chouette, ça va me permettre te lancer dans ta carrière. Et surtout de faire les démarches administratives. Parce qu'en réalité, si t'as pas une opportunité claire et nette en face de toi, tu vas pas forcément te mettre à ton compte tout de suite. Donc là, je me disais, j'ai une urgence, je dois le faire. Donc directement, je me suis mise à mon compte. J'ai ouvert mon auto-entreprise, tout bien comme il faut. Et là, j'ai fait quelques mois avec lui et ensuite, ça s'est arrêté. Et ensuite, j'avais plus rien. J'avais vraiment plus rien. Pendant quand même pas mal de temps, ça a duré presque 1 an, où c'était le vide, le noir complet. Et où, c'était vraiment une période dure. Pour être honnête avec toi. C'était dur parce que je voyais vraiment aucune porte qui s'ouvrait à moi. Et j'avais conscience, c'est un peu un cercle vicieux, vertueux, enfin ça dépend. Quand t'es dans le vicieux, c'est pas terrible. Et là, j'étais dans le cercle vicieux où j'avais aucune porte qui s'ouvrait. Donc du coup, je voyais bien que si j'avais pas eu d'expérience, on n'allait pas me prendre. Si on me prenait pas, enfin bon. Voilà, et ça s'enchaînait. Du coup, je suis restée pas mal de temps en stand-by. Vraiment, j'essayais de chercher du travail. Hein. Je faisais tout. Je faisais même des choses qui me paraissent, maintenant, avec du recul, je cherchais du travail sur Indeed. Il y a encore des offres. Des fois, tu as des offres d'emploi. Mais quand même. Enfin, tu vois. Enfin, ouais. Moment sombre un peu. Où je me suis beaucoup remise en question pendant cette période. Je me suis demandé plusieurs fois si... J'ai failli baisser les bras plus d'une fois. Après, ce qui me sauve, c'est que je suis absolument têtue et obstinée. Je pense que c'est les deux choses qui me sauvent. Et donc, du coup, je me disais, tant que j'ai pas tout fait, tant que j'ai pas l'impression d'avoir tout essayé, j'arrête pas. Et donc, j'ai pas arrêté. J'ai vraiment pas arrêté, j'ai continué
Et j'avais aucune réponse et je continuais. Puis aussi, c'était une période où t'avais pas les réseaux comme on les a maintenant. Donc, Oui, donc c'était encore plus dur. j'ai Déjà l'impression- que maintenant, c'est quand même dur de réussir à vivre de son activité quand t'es dans des métiers créatifs. Mais encore plus, je pense, avant. Ouais, t'avais pas de... Enfin, c'était Facebook, début d'Instagram. On n'y était pas tous. Il n'y avait pas de TikTok. Ouais, non, c'était plus compliqué. C'était une autre période. Enfin, plus compliqué, je sais pas. C'était une autre période. Et du coup, comment t'arrives à sortir de cette période un peu sombre? Je me souviens en plus de ce jour-là où, moment de déprime, pendant toutes mes recherches, je pleurais dans mon lit. J'étais dans mon lit en train de me dire j'y arriverai pas, mais je vais quand même essayer. Et donc du coup, j'ouvre mon ordi et là je tape je fais une recherche Google vraiment, mais perdue quoi. Je recherche photographe Paris. Et là, je tombe sur une annonce où on recherche des photographes pour faire des shootings lifestyle dans la rue. Et là, je dépose ma candidature, je mets toutes mes photos et je me dis on verra. Les mois passent, moi j'avais pas eu de nouvelles, j'ai eu aucune nouvelle de cette boîte-là qui n'existe plus. Et moi, je continue à faire des photos, néanmoins. Ça veut dire que pendant toute cette période, je lâchais pas parce que je me disais bon, je l'ai pas tout de suite. Mais dans l'optique, je vais avoir un contrat, je vais avoir quelque chose. Ça arrivera. Donc du coup, il faut que je continue à faire des photos. Donc je continue mes shootings, mes collabs avec des make-up. Voilà. T'alimentais ton book, quoi. Exactement. J'alimentais mon book et je refaisais tout le temps. Et là, je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais à la mer, je faisais un shooting avec une modèle que j'adore et qui est devenue une amie. Et là, j'ai un appel. On me dit, on a reçu votre candidature, vous pouvez venir faire un test la semaine prochaine ou en fin de semaine. Quelque chose comme ça. Et je me dis, oh là 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 là, c'est génial. Panique à bord. C'est génial, mais panique à bord. Ça veut dire, je me dis, c'est génial. Et c'était quoi la candidature? C'était des photos de lifestyle dans Paris. Je crois que c'était vraiment dans la semaine en plus. Et donc du coup j'y vais et j'ai ma première cliente. Du coup le but c'est de faire des photos de cette personne. C'est-à-dire que la personne ne paye pas son shooting. Elle paye uniquement les photos qu'elle veut prendre. Du coup moi j'arrive et on me dit bon tu vas au Palais Royal. J'avais jamais mis les pieds au jardin du Palais Royal. Jamais. Je connaissais le Louvre. Ouais. Je connaissais le jardin des Tuileries. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais traversé la route. Et donc du coup, j'arrive, j'avais pas eu le temps de faire de repérage. Et là, je me retrouve dans les colonnes de Buren. Et je me dis, mais c'est là! Tout le monde fait leurs photos ici. Tu vois, les colonnes que je trouve horribles maintenant. La première fois, je suis tellement paniquée que ma première cliente, je la fais uniquement aux colonnes de Buren. Et je sais pas comment j'ai réussi à animer 1 heure de shooting, enfin à faire 1 heure de shooting uniquement aux colonnes de Buren. Enfin, je sais pas si tout le monde a en tête ce que c'est les colonnes de Buren, mais c'est pas très grand, quoi. Non, et puis t'as pas grand-chose, en fait. T'as des colonnes et t'as 4 murs, quoi. Point. C'était vraiment la première porte qui s'est ouverte à moi. Et j'ai pas arrêté, j'ai continué et c'était très, très formateur. Pour moi, c'était une très bonne expérience parce qu'en plus que de gagner ma vie, j'ai appris des tonnes de choses parce que je prenais en photo, si tu veux, j'avais 10 personnes par jour qui avaient des demandes tout à fait différentes. C'est-à-dire que tu as des personnes qui étaient là pour des photos de couple, des personnes qui étaient là pour des photos de confiance en soi, pour des photos de book, pour des photos de CV, pour des photos en famille. Donc hyper formateur. Ouais, et donc du coup, tu dois t'adapter toutes les heures ou toutes les demi-heures. Tu dois rencontrer quelqu'un, savoir ce qu'il veut, le mettre à l'aise, lui faire ses photos, faire les meilleures photos sinon t'as pas d'argent. Et ouais, c'était très 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 formateur ce moment-là. Cette expérience donc hyper formatrice et t'arrives à avoir des contrats à côté. Quand même, tu vois, parce que le monde amène le monde, les clients amènent les clients, les expériences amènent les expériences. Tu fais un premier truc, ils vont t'emmener quelque part d'autre et là, du coup, ça s'est enchaîné assez rapidement. Ça veut dire que j'ai eu 1 porte, 2 portes, 3 portes qui sont ouvertes et puis du coup, je les ai saisies et j'y suis allée. J'ai commencé à
à savoir ce que j'aimais faire encore plus, à aussi prendre confiance en moi. Ça veut dire que si tu veux, après ça, plus personne ne te fait peur. J'ai tellement vu de gens, enfin, je saurais même pas te dire le nombre de personnes que j'ai pris en photo. C'est des milliers de personnes. Du coup, j'avais plus peur de faire mon travail. Et ça, à ce moment-là, quand tu as moins peur, parce que t'es toujours paniqué, hein, mais c'est vraiment agréable. C'est vraiment une sensation qui... Tu pars sereinement, quoi. Tu dis, ça va bien se passer. Et c'est par la suite, du coup, que tu trouves aussi un autre contrat. Tu vas nous expliquer, parce que tu as travaillé dans des centres pénitentiaires. Ouais. Mais c'est grâce à ce travail-là. En fait, je prends une femme en photo qui me dit... qui vient pour la confiance en soi, en plus. Confiance en soi, estime de soi. Elle me dit qu'elle vient d'avoir 40 ans, qu'elle a un nouveau job, qu'elle change de vie. Et donc, du coup, elle veut faire ses photos un peu pour témoigner de ce moment-là et de se réaffirmer. Et donc, du coup, moi, je la questionne sur son nouveau travail parce que ça m'intéresse. Hein, la vie des gens m'intéresse à savoir. Du coup, je la questionne et je lui dis, alors, c'est quoi ce nouveau travail ? Et là, elle m'explique que son travail, c'est éducateur en détention. Là, c'était en milieu ouvert, mais c'est à peu près la même chose. Elle est éducatrice et son job, c'est de faire des actions avec des artistes, par exemple, ou des intervenants, ou des conférenciers, pour les proposer aux personnes qu'elle suit. Alors moi, j'entends ça, ni une ni deux, je me dis très clairement, je suis ta femme. Et elle me dit non mais je prends note, j'ai vraiment aimé, elle a vraiment aimé l'expérience qu'on a eue ensemble. Et elle me dit pas de souci, je me mets en place, je me mets en route un peu dans ma nouvelle activité et je te referai signe. Un an passe. Un an, énorme un an. Ouais. Et en fait, je pense que tout le monde a dû vivre ça, le moment où t'as énormément de gens qui te promettent des choses dans ta vie. Dire oui, je vais te mettre en relation avec telle personne, je vais faire ci, je vais faire cela. Mais au final, t'as pas grand-chose. Et là, du coup, tu vois, pendant une année, j'y pensais même plus parce que je me disais mais c'est mort, enfin, c'est pas possible qu'elle tienne sa promesse. C'était même pas une promesse en réalité. Et là, elle me rappelle. Et là, moi, je suis abasourdie. Je me dis, mais elle a tenu sa parole. Elle se souvient de moi un an après, c'est fou. Et là commence la folle aventure des détentions. Et raconte-nous, du coup, parce que c'est quand même pas commun. Et, c'est vrai, et très intéressant. C'est vrai. Du coup, je fais des ateliers. Je fais toutes sortes d'ateliers. J'en fais un. Mon atelier phare, c'est sur l'introspection et la projection, avec des séances photos, des séries de photos. C'est un peu, si tu veux, ce que je fais en détention, c'est un peu de l'art-thérapie. Et donc, du coup, par le biais de la photographie, on essaye de débloquer certaines choses ou de révéler certaines choses ou qu'ils comprennent un peu mieux leur histoire, qui ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller, ou des enjeux dans des faits de société comme la masculinité ou le rapport au corps ou ces questions-là. Et comment ça se passe concrètement, par exemple un atelier, c'est plusieurs séances, c'est une séance, ça se passe comment ? Trop curieuse cette fille. En vrai, ça dépend lequel. Ok, mais en tout cas, avec dans le t'explique. domaine pénitentiaire. Moi, c'est vrai que c'est toujours un milieu où on se pose pas mal de questions, même au niveau des relations qu'il peut y avoir, etc. à l'intérieur. Et du coup, oui, comment en fait ça peut se passer, un atelier dans un centre pénitentiaire ? Est-ce que c'est en groupe ? Est-ce que c'est seul avec toi ? C'est souvent en groupe et on est sur place. Après, tout dépend de l'atelier que je vais proposer. Mais généralement, par exemple, on en fait un avec un journaliste sur l'éducation aux médias et les fake news, et aussi on parle d'IA. Et donc, du coup, pour cet atelier-là,
Ils font des photos, on leur présente un peu notre présentation, on leur apprend des choses, on échange, ils nous apprennent aussi des choses. Et ensuite, il y a une partie création où là, j'encadre beaucoup cette partie-là. Et là, c'est pas moi qui fais les photos, enfin, si, c'est moi qui fais les photos, mais c'est eux mes directeurs artistiques. En fait, ils m'indiquent comment faire la photo. D'ailleurs, c'est hyper marrant. Enfin, je t'ai déjà vu travailler avec le journaliste pour faire ces articles qui peuvent être hyper marrants. Est-ce que tu as des exemples à nous partager de types d'articles, de fake news que tu proposes? Les fake news, j'en ai une que j'adore, c'est il gagne le jackpot alors qu'il est en détention, quelque chose comme ça comme titre. Ça, c'est une fake news. Ou la Marseillaise sera désormais obligatoire en détention. On invente ce genre de choses. Pour le jackpot, il y a des femmes qui ont eu une idée génialissime. C'est-à-dire qu'on avait un jeu de Monopoly. Et elles ont décidé de recréer une scène. Donc on est en détention, on n'a rien à savoir. Vraiment, on n'a que dalle. D'accord. Donc du coup, on prend des tables, on prend un drap, une couverture, la couverture de la prison, tu sais. On colle des affiches et là, il y a ce jeu de Monopoly et elles imaginent une scène où en fait, ils ont gagné le jackpot. Du coup, ils prennent les billets de Monopoly et ils les jettent en l'air. Et t'as cette scène complètement absurde qui est un peu arrêtée dans le temps où t'as des femmes qui hurlent de joie avec les billets de Monopoly qui volent comme ça. Et j'avais vraiment la sensation d'avoir la liberté en détention quand j'ai pris cette photo. J'étais malade en plus ce jour-là, mais ça m'a redonné bouffée d'air. Parce qu'en fait, oui, c'est eux qui décident de la DA des photos, mais c'est toi qui prends les photos. Ouais. Okay. Après ça, c'est pour ce projet-là. J'ai d'autres projets où c'est moi qui fais uniquement les photos. J'ai toutes sortes de projets. Il y a beaucoup de créativité en détention sur ces ateliers-là, ouais. Franchement, oui, énormément. Comme tout le monde, je crois que quand j'ai commencé à travailler en détention, j'ai eu des appréhensions. Enfin, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à travailler avec des gens qui ont des profils pédophiles, par exemple, qui sont pédophiles, ou est-ce que je vais réussir à travailler avec des gens qui ont violé ou qui ont tué? C'est vraiment de vraies questions. Et avant de commencer, quand on m'a dit « Ok, bon, bah, c'est bon, on te prend, Sarah », je me suis dit « Bon, ok ». J'ai fait un peu un pacte avec moi-même en me disant « Ok, là, c'est bon, je vais y aller ». Règle numéro 1, je me suis mis des petites règles. Règle numéro 1, je suis pas juge d'application des peines ou je suis pas juge tout court. Donc du coup, je veux pas les juger. Donc en fait, moi, quand ils viennent à moi, limite, je veux pas savoir ce qu'ils ont fait. Si je sais, mais ça m'est égal. Parce que c'est pas ce qu'ils ont fait qui m'intéresse, c'est qui ils sont. Et t'as des gens qui sont bourrés de créativité, t'as des gens hyper cultivés, t'as vraiment de tout en détention. C'est le reflet de notre société. C'est une micro-société enfermée. Et oui, j'ai été plus d'une fois impressionnée par la vivacité des gens, leur créativité, leur façon de percuter. Et en fait, c'est des gens comme nous qui ont eu un parcours différent. Et donc, tu as ce projet, tu as aussi fait un documentaire. Ouais, du coup, le documentaire, ça, c'était... Parce que je suis photographe, donc pas du tout réalisatrice. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un projet. Au début, c'était un projet photo sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la grossophobie. Enfin, je voulais parler des corps. Je voulais parler de rapport au corps et notamment aussi de grossophobie. J'ai commencé à me dire, ok, chouette, on va faire une séance photo. J'ai envie d'avoir ce stylisme-là, faire un peu comme je fais d'habitude dans mes éditoriales. Et en fait, je me disais, bon, bah, j'aimerais bien avoir des regards un peu vrais. Du coup, pour avoir des regards un peu vrais, je vais leur poser des questions. Une fois que j'ai écrit les questions, je me suis dit, elles sont quand même chouettes ces questions, faudrait peut-être les enregistrer. Et ensuite, une fois que je me dis, bon, bah, si on enregistre le son, autant avoir une image. Et si tu veux, ça s'est fait un peu comme ça, le documentaire. C'est-à-dire qu'à la base, c'était censé être une séance photo qui s'est transformée en addition et en film. Et je crois que je voulais pas m'avouer que je voulais faire un film, si tu veux. Parce que je me sentais pas capable de faire un film. Et pourtant... tu l'as fait. Il est là. Et très très bien en plus. Il est là, le film. Il existe. Que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Qui s'appelle T'es grosse. C'est ça. Pourquoi avez-vous tant de choses à dire sur ce corps qui ne vous appartient pas ? Pourquoi avez-vous choisi
mon corps comme bouc émissaire. Et franchement, c'était dur. C'était vraiment dur aussi. J'ai l'impression de dire que des trucs, c'est dur, mais c'est vrai, parce qu'on met tout le temps en avant les réussites des personnes, en plus les réussites souvent rapides, etc. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens galèrent parce que c'est difficile en fait de vivre de sa passion, surtout dans des métiers très créatifs comme ceux-là. Il y a beaucoup de concurrence. Ouais, c'est dur en fait même de se différencier, de réussir à trouver assez de clients pour subvenir à ses besoins et en vivre et continuer et rien lâcher. La vérité, c'est qu'on a aussi besoin de manger, non, c'est clair. de payer son loyer. Non, personne ne le paye à ma place. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est d'autant plus difficile que... Enfin, en vrai, je crois que c'est la confiance en soi aussi qui pêche un peu. Ça veut dire que c'est pas facile de base, mais en plus de ça, il faut que toi, t'aies assez confiance en toi pour dire c'est bon, je vais y aller, je vais réussir, je vais le faire. Enfin, c'est un combat de tous les jours. Oser dire, je sais pas, faire un film, moi, ça me semblait impossible il y a quelques années, pour le moment. Enfin, je vais toujours dans l'idée, l'envie secrète de vouloir faire un film. J'ai plein d'envies secrètes, tu verras. Dans quelques années, je vais dire, en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. J'ai une vie intérieure très... mouvementé et ouais, se dire que c'est possible, on va le faire, on va se donner les moyens de le faire, ça aussi c'est quelque chose. Comment on va le faire, comment on va s'entourer pour le faire, toutes ces étapes là, c'est pas facile. Après, si j'ai un conseil à donner, c'est il faut y aller, même si on croit pas trop en soi, même si on n'est pas trop sûr, même si c'est un peu compliqué, même si ça paraît vraiment comme moi là, quand c'était le tunnel. Et finalement, il y a une porte, il y a quelque chose pour toi, tu vois. Si tu travailles et t'arrêtes pas, il faut pas s'arrêter, quoi. Il faut continuer. Et quels sont les projets maintenant ? Les projets maintenant, j'aimerais bien continuer d'écrire, continuer la réalisation un petit peu. J'aimais bien le format documentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc du coup, pourquoi pas un documentaire avec une prod cette fois-ci ? Oui, si parce qu'on on l'a pas précisé, mais le premier documentaire, tu l'as autofinancé. Ouais, autoproduit, auto-tout. Et t'as un nouveau projet aussi Ouais, j'ai aussi un projet où je lance là bientôt mon studio photo. Enfin non, mais pas bientôt parce qu'il est lancé. Où j'ai lancé mon studio photo de famille, où on prend en photo des familles. Et ça, c'est le nouveau step en fait pour moi, de me dire... Ok, j'étais derrière pendant longtemps pour faire un peu de photos alimentaires, comme on dit, pour faire bouillir la marmite. Et là maintenant, je monte mon studio et on va faire travailler des photographes qui, comme moi, il y a quelques années, qui ont envie de commencer quelque part et qui se disent pourquoi pas. Il y a l'IA qui se développe de plus en plus. Toi, en tant que photographe, qu'est-ce que t'en penses et quelle est ta relation en fait avec ça? Moi, en vrai, je trouve ça cool, l'IA. Enfin, ça me fait pas tant peur que ça. Là, récemment, j'ai vu des IA où... une IA, je sais pas si t'as vu la pub passer, où en gros, t'as quelqu'un qui dit je voulais une photo professionnelle, et puis l'IA m'a fait ma photo professionnelle, et tu la vois coiffée, prête à faire une photo professionnelle, enfin un truc un peu fou. Et j'avoue que je me suis dit, est-ce qu'on va plus faire de photos professionnelles? Et puis après, quand j'ai bien regardé, je me suis dit, en fait, c'est pas terrible. Et puis même si ça devient génial, nos métiers vont changer, et on fera autre chose, on fera autrement, et on se servira sûrement de l'IA pour faire plus rapidement. Et voilà, donc je m'inquiète pas tant que ça. Toi, quand tu travailles, quand tu fais tes shoots, est-ce que tu as l'habitude de travailler avec un assistant? Franchement, moi, j'ai un peu un loup solitaire. Hein. J'avoue que je travaille souvent seule. Okay. Mais j'ai mon petit Raphaël. Il va me tuer si je l'appelle le petit Raphaël. Franchement, j'ai mon Raphaël, qui est mon cousin assistant, moitié cousin, moitié assistant, très très talentueux, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide beaucoup dans mon travail de tous les jours. Loup solitaire, mais c'est quand même cool d'être en équipe. Petite dédicace à Raphaël. Hein. Et ouais. Tout ce qui est post-production, du coup, est-ce que tu le délègues ou toi, c'est quelque chose que tu aimes faire, faire des retouches photos?
Ça dépend, tu sais, pour certains projets, t'as vraiment la DA dans ta tête, donc tu te dis, bon, bah, autant que je la fasse, quoi. Je sais le faire, autant que je fasse. Après, parfois, c'est vrai que c'est un vrai plaisir, en fait, quand juste tu dis ton brief et que t'as quelqu'un qui te fait ce que t'as dans la tête. J'adore ça, vraiment. Parce que toi, même sur tes projets édito, Ouais. t'es pas que la photographe, t'es aussi un peu la DA, Ouais, de la ouf. styliste, même des fois, la make-up. Parfois, ça m'est arrivé, make-up très raté, mais ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Non, Parce que ça tu m'est fais arrivé. toujours quand même, on n'en a pas parlé, mais des shoots édito, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu aimes faire en fait. Ouais, bah, depuis toujours, depuis l'anecdote de moi avec mon magazine, en train de me dire, ah, j'adore l'édito, je vais faire pareil. Et bah, j'ai continué. Et en fait, pour moi, l'édito, c'est vraiment une partie où je me révèle artistiquement parlant, où je peux raconter des histoires à travers le vêtement. J'aime bien mettre le vêtement au service de la femme et pas le contraire. Et donc, du coup, j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien, si tu vois dans mes photos, j'aime bien avoir des femmes fortes comme ça qui prennent beaucoup de place, qui ont des regards très puissants. C'est un peu ma DA et je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et du coup, oui, je fais tout, quoi. C'est-à-dire que je peux faire la DA. Ça m'est arrivé d'aller de dire non, on va mettre cette robe avec ce pantalon, avec ce machin, avec, tu vois, refaire le stylisme, ou aller faire du shopping, ou faire des make-up. Et t'as eu la chance du coup d'être dans des magazines. Ouais, j'ai été publiée plusieurs fois. C'était cool. Du coup, on va faire un petit jeu. Ouais. Je vais te poser plein de questions et le but c'est que tu répondes au plus de questions possible en 1 minute. Ok. Photo noir et blanc ou couleur? Photo, les deux. Photo d'animaux ou paysage? Ni l'un ni l'autre. Photo spontanée ou planifiée? J'aime bien les deux. Est-ce que tu as déjà utilisé un filtre Instagram sur une de tes photos? Je pense, ouais. Argentique ou digital? Les deux aussi. Est-ce que tu as déjà eu tes photos dans un magazine? Ouais, j'ai eu la chance de les voir apparaître parfois. Studio ou extérieur? Depuis qu'on a le studio, j'avoue que je préfère rester au studio. Film ou documentaire? Documentaire dans le film. Photo de mode ou d'architecture? De mode. Photoshop ou Lightroom? Lightroom. Flash ou lumière naturelle? Les deux. Thé vert ou thé rouge? Fruits rouges. Ok. Mais j'ai bugué et tout, c'est chiant ce jeu-là. C'est un jeu hyper difficile en vrai. J'aime bien avoir aussi l'avis des personnes qui viennent sur le podcast sur leur rapport avec l'inspiration. Parce qu'on est dans des métiers créatifs et on s'inspire tous les jours de personnes, de contenu qu'on consomme. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Pour moi, un peu, l'inspiration, c'est quelque chose que j'ai un peu partout, tu vois. Moi, je la trouve partout. Je la trouve surtout partout et surtout dans la contemplation. C'est-à-dire que je suis beaucoup... par exemple, dans la rue, parfois, je marche n'importe où parce que je suis toujours la tête en l'air, en train de rêvasser, en train de regarder une feuille qui tombe, je sais pas, un papy qui marche, qui traverse la rue, une jupe... Enfin, vraiment. Profil un peu rêveuse, quoi. Non, mais vraiment, mais tu sais, vraiment, c'est pour de vrai. Ça veut dire que parfois, j'adorais prendre le métro, par exemple, parce que j'adorais la vie dans le métro. Maintenant, je supporte plus, je suis en vélo. Mais avant ça, je te jure que j'adorais regarder les gens. Je sais pas. Je pense que ton inspiration, tu la trouves déjà partout, avec les gens qui t'entourent. Et après, bien sûr, tu as des figures... Enfin, moi, par exemple, je me suis mangé une claque monumentale quand je suis partie à Berlin voir l'exposition de Gordon Parks. Ce mec est fort en tout. C'est un photographe afro-américain. Il a fait du reportage, de la mode. Écoute, tout ce qu'il fait, c'est bon. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il peut te faire un reportage sur les Lego, il va le réussir. Enfin, bon, il est plus de ce monde, mais c'est vraiment... je me suis vraiment mangé une claque. Après, au tout début, je sais que j'étais passionnée par
Helmut Newton, j'adorais ce photographe. Et j'en passe en fait, parce que j'essaye de trouver mon inspiration un peu partout, dans la musique, dans la peinture, avec les gens qui m'entourent. J'allais en venir, en fait, j'allais te poser la question un peu finale. Est-ce que tu peux nous partager 3 références d'inspiration que tu as en ce moment ou que tu as eues dans ta vie? Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être un film, une musique, une personne même de ton entourage, tes inspirations personnelles qui te viennent au moment où je te pose la question. C'est une surprise, elle n'était pas prévue. C'est une question un peu difficile en plus parce que mais oui, on en a des tonnes. Mais voilà, là, celles qui te viennent en tête, en tout cas... à ce moment-là. Je dirais, en plus sans être cucu, non mais c'est dur hein, ton histoire. Hein. Pas facile ta question, mais je vais essayer d'y répondre. Je dirais le photographe dont je parlais tout à l'heure, Gordon Parks. Ce mec m'inspire, son travail m'inspire beaucoup. Je dirais ma mère. Ma mère aussi m'inspire beaucoup parce que c'est une force de vivre. C'est vraiment... elle est aussi entrepreneuse et c'est la force incarnée. Et pour d'autres raisons aussi. 3e source d'inspiration, j'adore travailler sur l'album Bonheur de Cléo Sol. J'espère que je prononce bien son prénom. Ouais, non, petite vibration là, et son album m'inspire aussi beaucoup. Merci Sarah. Merci à toi. Merci pour ton temps et merci pour toutes ces belles choses que tu nous as partagées aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir d'avoir participé à ce podcast. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, toi aussi.